Cherish n'avait que 8 ans. Elle était en train de choisir une nouvelle robe avec sa mère lorsqu'un homme adulte s'est approché d'elle dans le magasin et leur a proposé son aide. La mère et la fille ne se doutaient pas que derrière l'offre apparemment anodine de cet homme se cachaient des intentions abominables. Cherish Periwinkle est née le 24 décembre 2004 à Jacksonville, aux États-Unis. Elle est la première fille de Rain Periwinkle et Billy Jarreau. Lorsqu'elle est née, Rain et Billy Jarreau étaient aux anges. Malgré les difficultés, ils pensaient que leur fille était le plus beau des cadeaux de Noël. Cependant, malgré l'optimisme des jeunes parents, leur relation s'est rapidement détériorée. Les querelles incessantes et les problèmes financiers ont fini par provoquer la séparation du couple, puis de la famille. Quelques mois seulement après la naissance de Cherish, le couple a divorcé. Dès le début, Billy a souhaité obtenir la garde complète de sa fille. Il estimait que Rain était une mauvaise mère. D'après ses déclarations, elle souhaitait uniquement garder l'enfant dans le but de percevoir une pension alimentaire ainsi que des allocations. De son côté, Rain affirme que Billy la maltraite, la frappe et l'empêche de voir sa fille. Quoi qu'il en soit, le tribunal a laissé la garde de l'enfant à sa mère et n'a autorisé le père qu'à rendre visite à sa fille. Peu après, Billy a déménagé en Californie, où il a obtenu un emploi intéressant. Dès lors, le père et la fille se voyaient pendant les vacances et les jours fériés. Durant les premières années de la vie de Cherish, sa mère faisait des allers-retours. Mais lorsqu'elle a grandi, elle a commencé à prendre l'avion seule, en utilisant les services des compagnies aériennes qui proposent des vols sans accompagnateur. Et même après une séparation difficile, Rain et Billy ont pu trouver un langage commun et établir une relation pour le bonheur de leur fille. Parallèlement, Rain a saisi l'occasion d'établir sa vie personnelle. Après son divorce d'avec Billy, elle a eu plusieurs autres relations amoureuses et a même donné naissance à 2 filles. Mais aucune de ces relations n'a duré. À un moment donné, Rain s'est retrouvée seule à s'occuper de ses filles. En 2013, Rain vivait avec son nouveau partenaire, Aaron, et ses filles. À cette période, Rain n'avait pas d'emploi stable et a expliqué plus tard que c'était une période très difficile pour sa famille. Elle ne parvenait pas à trouver un revenu stable et devait compter sur l'aide de l'État pour survivre. Le couple n'avait tout simplement pas les moyens de s'offrir une voiture. Ils avaient donc souvent recours au service de taxi. C'est ainsi que Rain conduisait Cherish à l'aéroport lorsqu'elle rendait visite à son père. Le 21 juin 2013, Rain Periwinkle et ses 3 filles se sont rendues dans l'un des supermarchés les moins chers de la ville. Il se trouve à environ 30 minutes de marche du domicile de Rain. Elle voulait acheter de nouveaux vêtements pour Cherish, qui passerait une semaine chez son père à partir du lendemain. En raison des faibles revenus de Rain, l'ensemble des vêtements de sa fille aînée était devenu obsolète et en mauvais état. Comme indiqué précédemment, Rain n'avait pas beaucoup d'argent. Son partenaire, Aaron, lui a donné environ $100, dont elle a dû dépenser la majeure partie pour payer le taxi jusqu'à l'aéroport et laisser un peu d'argent pour les dépenses imprévues. C'est pourquoi ils se sont rendus dans le magasin le moins cher pour acheter des vêtements à prix réduit. Cherish a tout de suite aimé la robe à pois. Elle était à sa taille et se trouvait dans la section des soldes. Mais lorsqu'elles sont passées à la caisse, la caissière a dit qu'il n'y avait pas de réduction sur cette robe parce qu'il y avait eu une erreur. Rain ne pouvait tout simplement pas acheter cette robe sans réduction. Tout cela a certainement contrarié Cherish. Sur les caméras de surveillance du magasin, on peut voir un homme passer de temps en temps devant Rain et ses filles. Il observait attentivement la scène. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Donald Smith, âgé de 61 ans, qui les observait depuis le début. En sortant du magasin, il a arrêté Rain et lui a dit que sa femme avait reçu des bons d'achat d'une valeur de $100 de la part du magasin Walmart. Peu après, il a fini par offrir l'un des coupons à Rain parce qu'il voyait qu'elle manquait d'argent. La femme a d'abord hésité à accepter, se sentant plutôt mal à l'aise. Mais après avoir discuté, Donald a insisté et a également montré son permis de conduire, comme pour montrer qu'il était une personne normale et qu'il n'avait rien à cacher. De toute façon, c'était la dernière occasion pour Rain d'acheter une belle robe à sa fille avant son départ et elle a donc accepté. Plus tard, commentant la situation, la femme a révélé que Donald lui rappelait son propre père. Tous deux attendaient l'épouse de Donald devant son monospace blanc. L'homme lui a dit qu'il allait à l'église. Selon lui, il était marié depuis longtemps et, en général, son apparence et sa façon de parler faisaient bonne impression. Il ressemblait vraiment à un homme ordinaire de son âge. 1 heure s'est écoulée, mais la femme de Donald n'est toujours pas arrivée.
Il a alors fait semblant de lui parler au téléphone et a dit à Rain qu'elle était en route pour Walmart et qu'elle devait l'y rejoindre. Rain et ses filles sont alors montées dans la voiture de Donald pour se rendre au supermarché et y retrouver sa femme. Une fois arrivé sur le parking, Donald fait à nouveau semblant d'avoir reçu un appel de sa femme. Après avoir terminé l'appel, il annonce que celle-ci sera en retard. Il demande alors à Rain et à ses filles de se rendre au stand des vêtements pour enfants afin de commencer à choisir. Entre-temps, Donald les accompagne et observe attentivement Cherish. Il lui a même proposé de lui acheter des chaussures à talons pour adultes et l'a accompagné plusieurs fois dans la cabine d'essayage. Rain, ses filles et Donald y sont restés pendant plusieurs heures. La femme avait déjà acheté plusieurs vêtements pour Cherish et envisageait d'acheter des chaussures pour sa fille cadette lorsque Donald l'aborde pour lui annoncer qu'ils allaient au McDonald's, situé dans le même supermarché. Il a indiqué qu'il prévoyait d'acheter des cheeseburgers pour rendre l'attente de sa femme plus agréable. Lorsqu'il se dirige vers le McDonald's, il propose à Cherish de l'accompagner afin de l'aider à apporter les sachets de nourriture et de boissons. Pour une raison ou pour une autre, Rain ne le dissuade pas. C'était peut-être parce que le McDonald's se trouvait à l'intérieur du supermarché. De plus, il y avait beaucoup de monde et Cherish avait déjà 8 ans. Malheureusement, c'était la dernière fois que Rain voyait sa fille vivante. Au bout de 15 minutes, les employés de Walmart ont annoncé la fermeture du magasin et ont invité tout le monde à quitter les lieux. À ce moment-là, le cœur d'une mère a senti que quelque chose n'allait pas. Rain et ses filles cadettes se sont dirigées droit vers le McDonald's, mais il n'y avait plus personne à l'intérieur. Rain s'est alors mise à courir entre les allées du supermarché, sans jamais retrouver sa fille. Elle a ensuite appelé Cherish par haut-parleur, mais cela n'a rien donné. Finalement, Rain est sortie en courant pensant que Cherish et Donald l'attendaient probablement près de l'entrée, mais le monospace de l'homme n'était même pas sur le parking. Alors, les mains tremblantes, Rain a composé le numéro de la police et a rapidement décrit la situation. Hi, I'm at Walmart. I'm interested in taken. What do you mean? Taken by a stranger. I can't find her. 40 minutes se sont écoulées entre la disparition de Cherish et l'appel de Rain à la police. Étant donné que Cherish était encore une enfant, les forces de l'ordre sont immédiatement intervenues. Les agents ont demandé à Rain de rester sur place jusqu'à leur arrivée. Les employés du magasin ont tenté de calmer la femme et les employés du McDonald's ont déclaré qu'aucune personne ressemblant à Cherish et Donald n'était entrée. Plus tard, Rain a fourni des descriptions détaillées de l'homme et de sa voiture. La police a immédiatement commencé à rechercher un homme correspondant dans leur base de données. Une vidéo de surveillance a rapidement été trouvée sur laquelle on peut voir une petite fille marcher avec Donald vers son monospace. À ce stade, tout s'explique, car le McDonald's se trouve à l'intérieur du supermarché, ce qui signifie qu'il n'avait aucune raison de sortir si les intentions de Donald étaient pures. En réalité, le bon de réduction, l'attitude polie et le déplacement chez McDonald's n'étaient qu'un piège tendu par l'homme. Donald Smith sortait à peine de prison depuis 21 jours. Il purgeait une peine pour des délits de nature intime. Il n'avait pas de femme et avait menti à Rain sur tous ses appels dans le seul but de gagner sa confiance. Donald avait passé la majeure partie de sa vie en prison. Il avait tenté de séduire 2 adolescentes et avait abusé de mineurs dans des parcs. Il avait également commis un vol à main armée avec agression physique et dégradation de biens d'autrui. Donald ne semblait plus être le gentil vieil homme qui avait aidé une mère crédule. Selon la police, il vivait avec sa mère. Cependant, lorsque les autorités sont arrivées au domicile de cette dernière, elle a déclaré que son fils avait l'habitude de ne pas rentrer à la maison et qu'elle ne l'avait pas vu depuis plusieurs jours. Or, en vertu des règles de libération conditionnelle, Donald n'était tout simplement pas autorisé à passer la nuit hors de chez lui. Les autorités ont donc poursuivi leurs recherches. Pratiquement tous les postes de patrouille ont reçu des informations sur la voiture de Donald. Les détails de l'enlèvement de Cherish ont par ailleurs été diffusés sur toutes les chaînes de télévision. Toute la ville s'est mobilisée pour retrouver la petite fille. Il semblerait qu'il n'y ait aucun espoir de retrouver Cherish vivante. La police a notamment fourni à la presse toutes les caractéristiques extérieures de Donald et de sa voiture. Il était également régulièrement indiqué que si quelqu'un voyait une voiture ou une personne similaire, il fallait contacter la police immédiatement. Ainsi, dans la soirée du 22 juin, la police a reçu un appel important qui lui a permis de trouver les premières pistes. La voiture de Donald a été localisée 12 heures plus tard. Elle se trouvait sur le parking de l'une des églises de la ville. Malheureusement, seul Donald se trouvait à l'intérieur.
Après un long interrogatoire, l'homme a simplement déclaré que la fille se trouvait dans l'eau. Le corps de Cherish a été retrouvé sur la rive d'un petit plan d'eau près d'une église locale. Les résultats de l'examen médico-légal ont révélé qu'elle avait été étranglée. De nombreuses blessures et signes indiquant qu'il avait commis une infraction à caractère sexuel ont également été constatés. Il ne fait aucun doute que Donald Smith a ôté la vie à Cherish de la manière la plus horrible et la plus brutale qui soit. L'ADN de l'homme a été retrouvé sur le corps de la jeune fille, et son monospace contenait l'ADN de la victime, de Rain et de ses filles cadettes, qui l'accompagnaient au Walmart. Bien que Donald n'ait pas assumé la responsabilité de ses actes, les résultats des analyses médico-légales ont rapidement établi sa culpabilité dans le meurtre de Cherish. Le procès de Donald a duré 5 ans. L'audience a permis d'entendre des choses incroyablement horribles concernant les détails de sa mort. De nombreuses personnes présentes ont versé une larme. En revanche, Donald est resté calme et silencieux tout au long du procès, affichant parfois un sourire à peine perceptible. La défense de Donald a tenté de faire porter toute la responsabilité de ce qui s'est passé à la mère de Cherish, l'accusant d'avoir fait preuve de trop de confiance envers cet homme étrange. L'avocat de Smith a plaidé la culpabilité de Rain. Après tout, si elle avait autorisé sa fille à partir avec lui, rien de tout cela ne serait arrivé. De son côté, le psychiatre qui a examiné Donald a déclaré qu'il représentait un danger pour la société. Selon lui, Donald ne devrait pas être libéré de prison. Finalement, le tribunal a rendu son verdict. Donald Smith a été reconnu coupable et condamné à mort. Il attend actuellement son sort dans le couloir de la mort. Il n'a jamais officiellement avoué le meurtre. Les parents de Cherish ont repris leur vie en main. Rain a enfin trouvé un emploi stable et s'occupe de ses filles cadettes. Quant à son père, Billy, il approuve la décision du tribunal et attend l'exécution de Donald. Ainsi s'achève l'histoire de la petite Cherish qui voulait juste une nouvelle robe et voir son papa bientôt. Au début et au milieu des années 90, des enfants ont commencé à disparaître en masse en Colombie. Certains ont été retrouvés, mais beaucoup d'autres n'ont jamais été retrouvés. Le plus effrayant, c'est que ces disparitions ne se produisaient pas à un endroit précis, mais dans différentes régions du pays. Dans un premier temps, la police a traité de tous ces cas séparément. Chaque endroit où des enfants disparaissaient avait ses propres forces de l'ordre qui menaient des enquêtes sans savoir qu'il y avait des cas similaires dans d'autres villes. Avec le temps, le nombre de victimes a augmenté et la police s'est alarmée. Elle ne savait pas ce qui les attendait. Toutes les victimes étaient des garçons âgés de 8 à 16 ans. Ils étaient tous issus de familles au statut social peu élevé, vivant dans la pauvreté. Ces enfants devaient travailler pour aider leurs parents. Beaucoup d'entre eux vendaient des bonbons et des billets de loterie pour financer leurs frais de scolarité. Tout a commencé en 1992 dans 70 localités. De plus en plus de disparitions d'enfants étaient signalées dans tout le pays. Les forces de l'ordre ont travaillé jour et nuit pour répondre aux questions des familles sur le sort de leurs enfants. Mais au fil du temps, les questions sont devenues plus nombreuses que les réponses. Comme nous l'avons déjà mentionné, chaque personne disparue était traitée séparément. Cela a changé en 1997 et 1998. C'est alors que l'on a commencé à découvrir des fosses communes contenant des squelettes d'enfants. De nombreux squelettes n'ayant pas de crâne, on a supposé que certaines des victimes avaient été décapitées. La première sépulture a été découverte dans la ville de Pereira, capitale de la région de Risaralda. On y a découvert quelque chose de macabre. Un jeune garçon se promenait à cheval dans un champ lorsqu'il a soudain remarqué une sépulture contenant de nombreux ossements. On ne savait pas s'il s'agissait d'ossements humains ou d'animaux, mais lorsque la police est arrivée et a examiné le site, il était clair qu'il s'agissait de restes humains. Le pire, c'est que les os étaient très petits. Il a donc été décidé qu'ils appartenaient à des enfants. Bien entendu, des recherches ont dû être effectuées pour en avoir le cœur net. Dans cette première sépulture, environ 14 squelettes ont été découverts. Rapidement, d'autres sépultures ont été découvertes, dans le village voisin de celui où la première tombe a été découverte. L'une des sépultures comptait 12 squelettes, mais seulement 9 crânes. Il y avait des restes de peau et des morceaux de vêtements sur tous les squelettes, mais il y avait quelque chose de particulier. Plusieurs d'entre eux avaient une petite corde à la base du cou, ou plutôt des restes de corde. Cette découverte est choquante. Les forces de l'ordre ont dû vérifier les cas précédents pour savoir à quoi elles avaient affaire. Elles ont alors commencé à relier les affaires les unes aux autres. Au début de l'année 1997, elles ont découvert une autre tombe.
4 crânes d'enfants y ont été découverts. D'autres tombes similaires ont également été découvertes. Au total, 9 tombes et 42 squelettes ont été découverts à ce moment-là. Il a été établi que les ossements étaient restés sous terre pendant environ 5 ans avant la découverte des sépultures. Outre la tâche de découvrir qui était derrière tout cela, la police avait un problème de taille, identifier les restes de tous les enfants. Elle doit identifier les restes de tous les enfants. Il n'y avait que des crânes et des os. Il était très difficile de déterminer à qui ils appartenaient. Pour le savoir, il fallait réaliser des tests ADN. Le problème, c'est qu'à l'époque, ces tests étaient très onéreux et surtout très longs, surtout au vu du nombre d'enfants à identifier. Les autorités ont donc décidé de faire appel à des experts en reconstitution faciale à partir de crânes. La procédure était très compliquée et il n'existait alors aucune norme permettant de reconstituer le visage d'un enfant à partir de son crâne. Le problème est que, en grandissant, les enfants n'ont pas encore les traits du visage formés. Ce n'est qu'à l'adolescence que l'on peut déterminer la forme du visage, la distance entre les yeux et la taille du nez. L'expert a alors commencé à mesurer tous les traits du visage pour établir une sorte de modèle. Au bout de quelques semaines, il a réussi à reconstituer le visage de nombreux enfants. Les visages des enfants étant très androgynes, il a pu utiliser les normes morphologiques qui s'appliquaient aux femmes. Cependant, tous les crânes n'étaient pas disponibles et certains d'entre eux étaient en très mauvais état. Pour ces derniers, la police a dû procéder à des tests ADN. Bien que de nombreuses informations sur les enfants aient été retrouvées, les familles de beaucoup d'entre eux n'ont pas été retrouvées. À ce jour, l'identité d'un grand nombre d'entre eux n'a toujours pas été établie. Après avoir reconstitué les visages des enfants, la police a dû se concentrer sur l'enquête. Il a été établi que tout avait commencé dans le quartier de Enova. Ils ont commencé à réfléchir à ce que toutes ces sépultures avaient en commun. On ne sait rien du tueur. S'il s'agit d'un homme ou d'une femme, la police ne savait pas par où commencer. On savait juste que toutes les victimes avaient à peu près le même âge et qu'après avoir restauré leur visage, il était clair qu'elles avaient la même apparence. Les cordes utilisées sont toujours les mêmes. On a également trouvé partout une bouteille d'alcool fort de la même marque. Dans certains cas, il y avait aussi des restes de paraffine. À ce stade, personne ne savait à quoi s'en tenir. On a supposé qu'il y avait peut-être un rapport avec des rituels sataniques. On a également pensé qu'il pouvait s'agir d'un règlement de compte. La possibilité qu'il s'agisse d'une sorte de nettoyage social a notamment été envisagée. Mais ces hypothèses ont été rapidement écartées. La police commence à comprendre qu'elle a affaire à un tueur en série. Les mois passent et le 6 février 1999, un nouveau meurtre est signalé. Cette fois, un enfant semblable à ceux des victimes précédentes a été retrouvé à Palmyre. De nombreuses pièces ont été retrouvées sur les lieux du crime, telles que des chaussures, des lunettes et une liasse de billets. Des analyses de laboratoire ont été effectuées, ce qui a fourni à la police de nombreuses pistes et indices sur un éventuel suspect. Les chaussures étant des chaussures d'homme, on a supposé que le tueur était un homme. La chaussure droite présentait une usure inhabituelle au niveau du talon, ce qui indique que l'homme boitait sur ce pied. L'avant de la chaussure n'étant pas du tout usé, on a supposé qu'il s'agissait d'une chaussure de taille supérieure à celle de l'homme. L'usure des chaussures a également permis de déterminer la taille approximative de l'homme, soit 1,65 m. Les lunettes ont été ensuite analysées, en particulier les verres, afin de déterminer le type de vision de la victime. C'est ainsi que l'on a pu déterminer son âge approximatif. Selon les experts, l'homme qui portait ces lunettes pouvait avoir entre 40 et 60 ans. Aujourd'hui, les autorités disposent au moins d'une caractérisation du suspect. Les billets de banque ont également été utiles. Le numéro de série a permis de remonter jusqu'à l'endroit où ils ont été envoyés pour la première fois. Il s'avère qu'il s'agit d'une ville située à la frontière équatorienne. Les paiements effectués avec ces billets l'ont été dans toute la Colombie. Il est clairement apparu que le propriétaire voyageait dans tout le pays. Enfin, la police disposait de tous les éléments nécessaires pour réduire encore davantage le nombre de suspects. Elle a utilisé une liste de criminels répondant aux caractéristiques susmentionnées. Elle a finalement retenu 25 suspects. Une dernière chose à ajouter, des traces d'un petit incendie ont été relevées sur le lieu où le corps du garçon a été retrouvé. Il est donc possible que le corps du tueur ait été brûlé au bras, à la jambe et au côté droit. Forte de toutes ces informations, la police s'est mise à la recherche des suspects. Elle a essayé de déterminer où ils se trouvaient le jour du meurtre présumé.
La première personne appréhendée a été Pedro Ramirez Garcia. Il avait un casier judiciaire bien rempli, notamment en matière de vol et de pédophilie. Au moment de son arrestation, il était recherché dans le cadre d'une autre affaire de disparition impliquant 2 enfants dont l'âge correspondait à celui des autres victimes. De plus, un garçon l'a identifié comme étant son violeur. Pedro a plaidé non coupable des meurtres pour lesquels il a été jugé. Il a déclaré qu'il n'était coupable que de violences sur le garçon qu'il a identifié et sur les 2 autres qui ont disparu. Il a affirmé qu'il ne parcourait pas la Colombie à la recherche d'enfants à blesser. Non seulement la détention de Pedro n'a pas permis de ramener le calme, mais elle a provoqué encore plus d'incertitudes. Alors que Pedro était en prison en attendant les résultats de l'enquête, 4 autres enfants ont été retrouvés à Bogota. La police a dû abandonner les charges retenues contre lui. Pedro est la première personne à être jugée pour ces faits. Au cours des premières années de l'enquête, la police de chaque quartier avait ses propres suspects. La même chose s'est produite à Bogota en 1993. Un homme nommé Javier Garcia a été appréhendé. La mère de l'un des enfants disparus a déclaré qu'elle avait eu des conflits avec cet homme au sujet de parcelles de terre et qu'il aurait pu se venger d'elle. Il ressemblait également à un portrait photographique pris par une jeune fille qui l'avait vu avec l'un des enfants disparus quelques heures avant sa disparition. Garcia a plaidé non coupable. Il était en prison depuis 1 an dans l'attente de son procès et avait souffert pendant tout ce temps parce que, comme il avait été arrêté pour violence et meurtre sur mineurs, les autres détenus voulaient se venger de lui. Il a raconté à quel point il avait été maltraité. Il a été libéré en 1994 parce qu'un test ADN a montré qu'il était innocent. Cependant, il y a eu une erreur judiciaire. Lorsqu'il était en prison, avec le test capillaire, le juge l'avait déjà condamné. Il a donc dû retourner en prison et y passer plusieurs années jusqu'à ce que tout soit clair. Il a ensuite été révélé que Javier Garcia avait été confronté au véritable criminel. Lorsque l'innocence de Pedro Ramirez a été clairement établie et qu'il n'y avait plus aucun suspect, l'enquêteur en chef s'est rendu à Bogota. Auparavant, il enquêtait depuis Pereira. C'est là qu'il a commencé à rechercher des cas enregistrés similaires au dernier cas de disparition d'enfants. Il a trouvé le cas d'un garçon de 12 ans nommé Ronald Delgado. Il avait été maltraité et assassiné. Les détails de l'affaire étaient très similaires à ceux de plusieurs autres affaires qui faisaient l'objet d'une enquête à l'époque. L'incident s'est déroulé à 60 km de Bogota. Dans le cas de Ronald, des témoins ont déclaré avoir vu le garçon parler à un homme quelques heures avant sa disparition. Il s'agissait d'employés d'un café situé à proximité de l'endroit où le corps de l'enfant a été trouvé. Un portrait photographique du suspect a été réalisé. Grâce à la description de ces hommes, la police a réussi à le retrouver. Il s'agit de Luis Alfredo Garavito Cubillos. Cet homme était dans la ville depuis peu de temps, peu de gens le connaissaient. Au cours de l'interrogatoire, rien n'a pu être obtenu qui puisse suggérer qu'il était impliqué. Il avait un alibi, il a déclaré qu'il était avec des amis dans un bar voisin. Personne n'a pu le confirmer, mais il n'y avait pas non plus de preuves contre lui. La police a donc dû le laisser partir. Après cela, l'enquête n'a pas beaucoup progressé. L'attention de l'enquêteur a été attirée par le fait qu'Alfredo Garavito est né à l'endroit même où, selon lui, les meurtres ont commencé, à Enova. Il a également donné son adresse à Trujillo, une ville où une sépulture a également été trouvée. De plus, il correspondait parfaitement au profil du suspect. Il portait des lunettes, avait la taille et l'âge requis et figurait sur la liste des 25 suspects de l'affaire Ronald. On ignore toutefois où il se trouvait exactement. Il a alors été décidé de vérifier la dernière adresse figurant dans son dossier. On a découvert qu'il s'agissait de l'adresse de sa sœur. Cette dernière affirme ne pas l'avoir vu depuis très longtemps, mais se rappelle que la dernière fois, il avait laissé un sac rempli de ses affaires. La sœur l'a laissé le fouiller. De nombreuses preuves ont été trouvées sur place. Des journaux intimes dans lesquels la police estime que Garavito écrivait sur chacune de ses victimes. On y trouvait les noms de nombreux enfants disparus, des dates et des lieux. On y trouvait aussi des coupures de journaux sur les disparitions. Bien que la police ait uni ses forces, il semblait que trop de temps s'était écoulé et qu'elle ne serait pas en mesure de l'appréhender. Ils ont suivi le suspect, mais l'ont perdu de vue. Ils ne savaient pas si l'homme se trouvait à Pereira ou s'il était déjà parti pour un autre endroit. Il y a eu une autre nouvelle. En Équateur, près de la frontière avec la Colombie, on a trouvé des corps d'enfants présentant les mêmes caractéristiques que se trouvaient en Colombie.
On a conclu que l'homme avait élargi la zone de ses atrocités. Plus la police étudiait Garavito, plus il devenait évident qu'elle avait affaire au tueur. Dans son sac, les policiers ont trouvé un certificat de transfert d'argent qu'il avait envoyé à une amie résidant dans une autre localité. Ayant appris l'adresse de cette dernière, la police s'est rendue chez elle. Elle a déclaré que l'homme était déjà parti et qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis longtemps, mais qu'il avait laissé une petite valise. Elle contenait également d'autres journaux intimes et des coupures de presse. De nombreux éléments ont été découverts qui indiquaient la culpabilité de Garavito. Il était clairement coupable de ces disparitions et il avait noté des dates et des lieux précis dans ses journaux. La valise contenait également des livres religieux, une Bible, un livre sur le satanisme et un livre sur la médecine naturelle. Des tickets de bus ont également été retrouvés. Grâce à eux, il a été possible de comprendre approximativement quel était le trajet de l'homme. Il est apparu que l'homme avait quitté sa victime à Palmyra pour se rendre à Pereira. Les enquêteurs sont retournés à Pereira et ont commencé leurs recherches. Ils ont demandé aux pharmacies et aux hôpitaux si quelqu'un avait récemment servi un homme souffrant de brûlure. Un employé d'une pharmacie a déclaré qu'un homme s'était récemment présenté avec une brûlure à la jambe. Il n'était pas de la région. L'employé ne l'avait jamais vu auparavant. Après avoir reçu de l'aide pour ses brûlures, l'homme n'est jamais revenu. Aucune nouvelle information sur cette affaire n'est apparue avant le 22 avril 1999. Un garçon nommé Ivan Chabagal a disparu à Villa Vicencio, à l'est de Bogota. Sa mère s'est rendue au poste de police pour porter plainte. L'enfant était allé au parc le matin pour vendre des billets de loterie, mais il n'était jamais rentré à la maison à l'heure du déjeuner, alors qu'il le faisait toujours. La mère, très effrayée, a décidé de se rendre avec son conjoint au poste de police. Les deux parents ont été informés qu'ils recevraient de l'aide. Dans la nuit du même jour, la police a reçu un appel d'une jeune fille qui travaillait à la gare routière. Elle a déclaré qu'un garçon était arrivé. Il était à moitié déshabillé et semblait très inquiet. Elle a ajouté que l'enfant demandait de l'aide. Il a dit qu'un homme voulait lui faire quelque chose de terrible mais qu'il avait été sauvé par un clochard. C'est ce qu'Ivan lui a raconté lorsque la police l'a rendu à sa mère. Il a raconté que ce jour-là, il vendait des billets dans le parc. C'est à ce moment-là qu'un homme d'âge mûr s'est approché de lui. Il lui a proposé de l'argent en échange d'un travail à la campagne. Ils sont arrivés sur place, mais il n'y avait ni argent ni travail. L'homme lui a alors dit d'aller dans un fourré. Il lui a alors ordonné de se déshabiller et a commencé à le toucher. À ce moment-là, le vagabond qui les suivait s'est rendu compte de ce qui se passait. Le garçon s'est mis à crier et le vagabond a encore plus paniqué. Il a alors commencé à jeter des pierres sur l'homme. L'homme s'est enfui. Le vagabond et le garçon ont couru jusqu'à l'arrêt de bus où ils ont demandé de l'aide. Alors qu'Ivan et sa mère se rendaient à la gare, accompagnés de policiers pour faire leur déposition, un homme est sorti des buissons. Le garçon l'a immédiatement reconnu. Il s'agissait du même homme. Les policiers lui ont demandé plusieurs fois s'il en était certain. Le garçon a répondu par l'affirmative. L'homme a été emmené au poste pour être interrogé et arrêté. Il a déclaré s'appeler Bonifacio Morero et a montré sa carte d'identité. On a remarqué que Bonifacio ressemblait beaucoup à Luis Alfredo Garavito, recherché dans toute la Colombie. On a également remarqué que la signature de l'homme était différente de celle figurant sur la carte d'identité. Il a signé environ 5 documents au poste de police et sa signature était toujours différente. Il correspondait également au profil du suspect. Il avait la bonne taille, l'âge approprié et les bonnes caractéristiques physiques. Il boitait occasionnellement d'une jambe, mais Bonifacio ne figurait pas sur la liste des 25 suspects. Au début, la police ne pouvait pas l'inculper pour tous les crimes sur lesquels elle enquêtait à l'époque. Il ne pouvait pas être emprisonné qu'en raison de l'infraction commise à l'encontre d'Ivan. C'est là qu'il attendait son procès. À cette époque, tous les enquêteurs travaillant sur l'affaire des enfants disparus se sont réunis à Bogota. Lorsqu'ils ont vu la photo de Bonifacio, ils ont compris qu'il s'agissait en fait de Luis Alfredo Garavito. L'homme était presque identique. Le problème, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'ils sachent qu'ils étaient déjà sur ces traces. Ils ont dû procéder à un test ADN pour obtenir une correspondance. L'homme a été examiné par un ophtalmologue qui a vérifié si les lunettes trouvées sur l'une des scènes du crime lui correspondaient. Pendant qu'il était chez l'ophtalmologue, la police est entrée dans sa cellule et a prélevé des cheveux sur son oreiller. Ces empreintes digitales ont ensuite été relevées pour être comparées à celles de Garavito. Tous les tests ont montré que Bonifacio était bien Luis Alfredo Garavito.
Dans un programme néerlandais très avancé pour l'époque, tous les lieux où les meurtres ont eu lieu et tous les lieux où Garavito et les autres suspects se trouvaient, le programme a montré que seul Luis Alfredo Garavito s'était rendu dans tous les lieux où les crimes avaient été commis. Il n'y a plus aucun doute. Ils ont arrêté le plus grand tueur d'enfants de l'histoire. La police voulait qu'il avoue. La chose la plus importante pour eux était que l'homme leur indique l'emplacement des autres enfants. Le nombre de victimes était déjà très élevé et la police était sûre qu'il y en avait encore plus. Il était donc important que le tueur admette qu'il avait commis tous ces crimes. Demander s'il l'avait fait à quelqu'un d'autre était très difficile. Lors des premiers interrogatoires, Garavito semblait plutôt léger. Il ne montrait aucun sentiment, encore moins de regret. Obtenir des aveux de cet homme était très difficile. La police a commencé à chercher à savoir qui était Luis Alfredo Garavito, où il était né et où il avait grandi. À quel moment avait-il cessé d'être une personne normale pour devenir un monstre ? Luis Alfredo Garavito est né le 25 janvier 1957 à Enova, en Colombie, dans une famille qui vivait à la campagne et travaillait dans la récolte de café. Lorsqu'il est devenu adolescent, il a commencé à ressentir des pulsions à l'égard de ses jeunes frères. Il voulait faire les mêmes choses qu'on lui avait faites. Il avait 15 ans lorsqu'une chose terrible a failli arriver. Il se trouvait dans une gare lorsqu'il a remarqué un garçon qui a attiré son attention. Alfredo a dit au garçon qu'il lui donnerait de l'argent s'il l'aidait à charger ses affaires. En fait, il l'a emmené au coin de la rue. La police a entendu les cris de l'enfant et s'est immédiatement précipitée pour l'aider. Bien que l'homme n'ait pas réussi à faire quoi que ce soit au garçon, il a été emmené au poste de police pour tentative d'abus. Comme il était mineur, ils ont appelé son père. Ce jour-là, son père a usé de la force sur lui et lui a dit de chercher des femmes pour faire ce genre de choses. Luis Alfredo raconte qu'à ce moment-là, ses relations avec son père se sont détériorées et qu'il a quitté le domicile familial alors qu'il était mineur. C'est ainsi que sa vie d'errance a commencé. C'était une famille nombreuse. Garavito était l'aîné d'une fratrie. Son père, Manuel Antonio Garavito, et sa mère, Rosa Delio Cubillos, étaient connus pour leur striction et cruauté à l'égard de leurs enfants. Manuel Antonio était connu pour être très strict et cruel avec ses enfants. Il avait souvent recours au châtiment corporel. C'est avec Luis Alfredo qu'il a été le plus sévère. Peut-être parce qu'il était l'aîné, ou pour une autre raison. Luis Alfredo m'a dit que son père le battait beaucoup. Il a également dit un jour que son père le maltraitait. Souvent, il l'accompagnait au bain sous prétexte de laver son fils, mais en fait, dans le bain, il le touchait et l'obligeait à le toucher. Alfredo Garavito a déclaré que cette expérience avait grandement affecté sa vie. Il a également déclaré qu'il avait été violé depuis son enfance par un homme qu'il connaissait, un ami de son père qui possédait une pharmacie. Lorsque sa mère l'emmenait dans cette pharmacie pour des examens médicaux, cet homme profitait de la situation. Alfredo a déclaré que cet homme ne s'était pas contenté de le violer, mais qu'il l'avait aussi torturé. Il l'a poignardé avec un couteau, l'a frappé sur les bras et les jambes et l'a brûlé avec de la cire de bougie. Selon Alfredo, cette situation a duré 2 ans. Elle a duré 2 ans jusqu'à ce que sa famille déménage de Enova à Trujillo. Mais même après cela, sa vie n'a pas évolué favorablement. Il raconte qu'un autre ami de son père a également commencé à le violer. Cet homme entrait dans leur maison la nuit et emmenait le garçon dans les pâturages et dans d'autres endroits éloignés. Alfredo dit que cela l'a beaucoup affecté. Il a déclaré qu'au cours des premières années qui ont suivi son départ du domicile familial, il avait eu une petite amie avec laquelle il aurait eu un fils. Une enquête ultérieure a permis de découvrir que cet enfant n'était pas le sien, mais qu'il s'en était occupé comme s'il était le sien pendant plusieurs années. Il a également révélé qu'au fil des ans, il n'avait pas eu l'occasion d'avoir des relations avec des femmes. Il a commencé à penser qu'il n'aimait que les hommes. Il ne parlait pas ouvertement de son orientation sexuelle parce qu'il craignait de ne pas être accepté et de faire l'objet de moqueries. Il ne pouvait pas non plus parler de son attirance pour les garçons. Après avoir rompu avec cette femme, il est parti ailleurs, la laissant avec l'enfant. Il a déménagé à Armenia, une ville de Colombie, et y a commencé une nouvelle vie. C'est là qu'il a commencé son terrifiant voyage. Si sur le chemin du travail, il voyait des enfants dormir dans la rue, il leur offrait un peu d'argent en échange de sa satisfaction. Il buvait beaucoup et à l'âge de 23 ans, il a dû s'inscrire aux alcooliques anonymes. Il y a reçu une aide psychiatrique qui l'a, dit-on, aidé. En l'espace de 2 semaines, l'homme était guéri, mais c'était très loin de la réalité.
En réalité, il continuait à boire. Il avait une routine. Il allait travailler, puis il buvait le soir et cherchait ses enfants. Cela se produisait pratiquement tous les jours. Il affirme qu'entre 20 et 30 ans, il a agressé au moins 200 garçons. À l'âge de 27 ans, il a atteint le sommet de son activité criminelle. Il a de nouveau été placé dans un centre alcoolique anonyme, mais cette fois pour la dernière fois. Au bout de 38 jours, il a été libéré et s'est dit en bonne santé. Il s'est alors mis à boire de manière compulsive et à l'aube de ses 30 ans, il a commis son premier meurtre. Luis Alfredo a déclaré qu'il buvait comme d'habitude dans un établissement situé près d'un parc ce jour-là, lorsqu'il a vu un garçon qui a attiré son attention. Il lui a proposé de l'argent en échange d'un travail et l'a emmené dans un endroit isolé. Le garçon marchait très lentement. Sur le chemin, l'homme a réussi à entrer dans un magasin et a acheté 3 choses. Un couteau, une corde et une bouteille d'alcool fort. La même bouteille et la même corde ont été retrouvées plus tard sur toutes les scènes de crime. Bien qu'il ait dit qu'il avait apporté le couteau et la corde avec lui uniquement pour l'intimider, il a fini par porter un coup. C'est à ce moment-là qu'il a pris conscience qu'il prenait énormément de plaisir. Il a commencé à infliger de plus en plus de blessures jusqu'à ce que le garçon cesse de respirer. Sa première victime s'appelait Carlos. C'est ainsi qu'a commencé un cauchemar de 6 ans qui a touché toute la Colombie. Après avoir commis ce crime, l'homme a commencé à se déplacer dans les différents quartiers de la Basse-Californie. Le premier meurtre a eu lieu en 1992, et en 1993, il a affiné ses méthodes et est devenu encore plus brutal. Il ne kidnappait plus n'importe quel garçon dans un parc, il traquait ses victimes. Il savait où elles vivaient et connaissait le nom de leurs parents. Il savait si les enfants avaient des frères ou des sœurs. Pour lui, c'était une chasse. Il se déplaçait dans tout le pays sans éveiller les soupçons. Il s'habillait comme un sans-abri ou comme un prêtre dans les villages pour tromper les gens et gagner la confiance des enfants. Ses journaux intimes consignaient tout ce qu'il faisait. Date, nom, lieu, tout y est minutieusement consigné. Ces journaux représentent la vie de Luis Alberto Garavito pendant les 6 dernières années et demie. Il dit y avoir essayé d'adhérer à une religion parce qu'il se sentait mal à propos de ses actes. Il a essayé l'occultisme, le satanisme et d'autres religions alternatives, mais aucune d'entre elles n'a pu le débarrasser de ses pulsions criminelles. Il disait vouloir se venger du monde pour toutes les choses qui lui étaient arrivées lorsqu'il était enfant. Il prétendait infliger à ses victimes les mêmes blessures que celles qu'il avait lui-même reçues dans son enfance. Il lui arrivait notamment de prendre des bougies avec lui, de les allumer et d'infliger des brûlures. Il a dit qu'il faisait la même chose que lorsqu'il était enfant. Après avoir tout avoué et indiqué où il avait enterré les autres victimes, il est clairement apparu que le nombre de victimes s'élevait à 200, plus 200 autres enfants qu'il avait laissés en vie. On a donc qualifié ce tueur en série d'être le plus grand tueur en série d'enfants de l'histoire. Il a également déclaré avoir agi non seulement en Colombie, mais aussi dans certaines villes d'Équateur, à la frontière de ce pays. Bien qu'il s'agisse d'un procès très médiatisé et qu'il ait été accusé de beaucoup de choses, la sentence n'a pas été assez sévère. Il a été condamné à plus de 1800 ans de prison pour l'ensemble des infractions, mais certaines lois ont permis de réduire la peine. D'autre part, il n'existe pas de peine d'emprisonnement à vie en Colombie. Sauf bien sûr si quelqu'un meurt lors d'une bagarre ou d'un autre incident survenu dans l'enceinte de la prison. La peine maximale est de 60 ans. 20 années supplémentaires ont été retirées de ces 60 ans parce que Luis Alfredo a coopéré avec la police et lui a indiqué où se trouvaient les autres sépultures. Pour cette raison, le bureau du procureur a dû réduire sa peine, ce qui a été fait. Au final, l'homme n'a eu à purger que 40 ans. La peine a été prononcée en 2001, mais un autre problème se pose. Une loi stipule que les prisonniers réformés peuvent être libérés après avoir purgé la majeure partie de leur peine. Luis Alfredo, après tout le temps qu'il a passé en prison, peut être considéré comme réformé. Il a commencé à fréquenter l'église, a été baptisé en prison et a affirmé qu'il avait changé et qu'il regrettait ses crimes. Il avait également obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Compilé à un bon comportement, tout cela a fait de lui un excellent candidat à la libération après avoir purgé la majeure partie de sa peine. Ce que cette loi ne dit pas, c'est qu'elle ne s'applique pas aux détenus qui ont commis des crimes violents.
Luis Alfredo peut donc essayer d'en tirer parti, et c'est ce que fait son avocat. L'auteur du crime a accordé plusieurs grandes interviews télévisées, l'une pour les médias espagnols et l'autre pour les médias colombiens. Dans l'une de ces interviews, il a déclaré qu'il souffrait de troubles de l'érection et qu'il n'avait jamais violé les enfants qu'il avait tués. C'était bizarre, puisque dans une autre interview, il avait dit le contraire. Devrais-je avoir peur de vous? Moi? Non. Vous êtes l'un des plus grands tueurs en série de l'histoire. J'ai commis un certain nombre d'actes qui violent les lois et la morale. Je ne suis qu'un être humain qui a fait des erreurs, comme tout le monde. Mais suis-je dangereux? Non, pour l'instant, je ne le pense pas. Quand vous parlez d'actes répréhensibles, de quoi parlez-vous? D'un viol? Oui, bien sûr, vous avez commis beaucoup de viols, c'est vrai? Oui, c'est vrai, j'en ai parlé à la police. De combien de viols s'agit-il? Je ne me souviens pas du nombre exact, quelque part dans les centaines. Connaissez-vous l'emplacement exact de la plupart des enterrements? Je n'ai enterré aucune des victimes, je les ai toutes laissées à la surface. Je n'ai jamais enterré... Garavito s'est contredit à plusieurs reprises au cours des 2 entretiens. On a surtout trouvé des ossements. Comment vont-ils analyser 20 ou 30 restes d'os? Ils traînent depuis 1 ou 2 ans, il n'y a plus de viande, plus rien. Comment les médecins peuvent-ils déterminer si les victimes ont été violées ou non? J'ai des problèmes d'érection, donc je ne l'ai pas fait. Considéré comme un meurtre, c'est bien, mais pour le reste, seul Dieu peut me juger. En 2023, Luis Alfredo Garavito pourra réclamer sa liberté. Beaucoup considèrent qu'il s'agit d'un manque de respect pour toutes les familles qui continuent à pleurer leurs enfants. C'est également un manque de respect pour les victimes, qu'elles soient décédées ou encore en vie, ainsi que pour leurs descendants qui en subissent les conséquences. Il me mordait sur tout le corps, je pleurais et je criais. Il me disait de ne pas crier et me menaçait. J'avais tellement peur. Il m'a mis par terre, face contre terre. Il a pris un couteau et m'a poignardé plusieurs fois, juste ici. J'étais attaché, sans nourriture. Il n'a fait que me torturer. Il m'a brûlé avec des bougies, coupé, mordu. Le 3e jour, il a abusé de moi. Avant que je ne m'échappe, il a abusé de moi une dernière fois. Il y a aussi des victimes indirectes, pas seulement les enfants et leurs familles, mais aussi les voisins, les amis, les enseignants, etc. Comme vous vous en souvenez, certaines personnes ont été emprisonnées pour ces délits. Par exemple, un certain Garcia. Il a passé beaucoup de temps en prison. Il a passé près de 4 ans en prison à cause de crimes que Garavito a été reconnu avoir commis par la suite. En prison, Garcia s'est retrouvé face à face avec un véritable maniaque. Ils se sont rencontrés et Garcia lui a dit que Garavito lui avait demandé pardon. Bien sûr, ce dernier lui a répondu qu'il ne pouvait pas lui pardonner parce qu'il avait ruiné non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreux enfants. À cause des traitements infligés par les autres détenus, Garcia a développé une schizophrénie. Bien qu'il ait été libéré, il n'a pas pu mener une vie normale. Il ne pouvait pas trouver de travail, il n'avait pas d'argent. Il dormait souvent dans des poubelles ou sous un pont. Il prenait beaucoup de médicaments, il n'était plus le même. Après sa sortie de prison, son avocat l'a poursuivi en justice, ce qui lui a permis d'obtenir une indemnisation. Cependant, selon Javier Garcia Tinoco, il n'a jamais reçu un centime de cette somme. Il vit désormais de la mendicité, de la vente d'objets usagés et de l'aide apportée à ses voisins. Sa vie a été complètement bouleversée. Les 7 premiers jours en prison se sont déroulés normalement, mais lorsqu'un gardien est entré dans la cellule, un journal à la main, il a montré une photo. Il m'a dit « Regardez qui est si beau ici !» Environ 80 autres prisonniers se sont emparés de moi. J'ai reçu des coups de pied, j'ai été battu. Dans une autre prison, j'ai passé près d'1 an dans la misère. Ils ne me laissaient pas prendre de petit déjeuner, de déjeuner ou de dîner. Ils me mettaient dans une cellule avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Il n'y avait pas de place pour dormir. J'étais malade et on me lançait des couteaux à travers les barreaux. Luis Alfredo Garavito a reçu de nombreux surnoms. Le monstre de Enova, la bête, le prêtre. Ce qui n'a pas changé, c'est le mal qu'il a fait à ses victimes. Il est bon de s'en souvenir car il va bientôt sortir. En ce moment, il fait tout ce qu'il peut pour sortir de prison. Il est presque certain qu'il y parviendra. Mais il est très probable qu'il recommence à commettre des délits et à chercher des garçons. Il pourrait être libéré en 2023. Cela signifie qu'il aura moins de 70 ans. Il est en isolement, il est beau, bien nourri et il est autonome. Il n'est pas battu par les autres détenus parce qu'il est isolé. Il a la permission d'utiliser le téléphone 6 heures par jour. Il peut parler à un avocat. Beaucoup de gens pensent qu'une fois sorti de prison, il sera officieusement exécuté. Mais personne ne sait ce qui arrivera réellement.
Ce qui est clair, c'est qu'en sortant de prison cette année, il ne purgera que 2 mois pour chaque personne qu'il aura tuée. De toute évidence, ce n'est pas suffisant. Les familles des victimes tentent d'empêcher que cela ne se produise, car Luis Alfredo Garavito a semé la terreur dans tout le pays. C'est l'une des affaires les plus effrayantes, et ce ne sont pas seulement les crimes de Luis qui sont effrayants, mais aussi l'injustice qui lui a permis de sortir de prison. De nombreuses personnes en sont conscientes et gardent l'espoir que les autorités ne lui permettront pas de sortir. C'est pour cela que les proches des victimes se battent. Il dit qu'il a changé, qu'il a commencé à croire en Dieu, qu'il a été baptisé. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'une couverture pour montrer aux gens qu'il est devenu une personne meilleure. Cependant, beaucoup de gens pensent que ce genre de mal ne sort jamais de l'homme. Qu'en pensez-vous? Écrivez vos commentaires. Tout a commencé le 14 mai 2021, jour où Reina Amador, une femme de 34 ans, a été portée disparue. Elle aurait été vue pour la dernière fois dans le nord de la municipalité d'Atizapan de Zaragoza, plus précisément dans le quartier de San Juan. Peu avant de disparaître, elle a dit à son mari, Bruno, qu'elle allait acheter des pièces de téléphone portable sur la place du centre historique de la ville. Elle a précisé qu'elle s'y rendait en compagnie d'un ami de la famille, un homme de 74 ans nommé Andrés Mendoza, qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. Cependant, lorsque Bruno est rentré du travail, Reina n'était toujours pas rentrée. Il a essayé de l'appeler, mais elle n'a pas répondu. Peu avant minuit, Bruno est allé voir Andrés, mais celui-ci lui a immédiatement répondu qu'il ne savait rien de cette femme et qu'il ne l'avait pas vue depuis le matin. Ancien commissaire de police, Bruno a décidé de signaler immédiatement la disparition de sa femme. À ce moment-là, il ne se doutait pas encore que cette affaire deviendrait l'une des plus marquantes et des plus horribles de l'histoire criminelle du Mexique. Le samedi 15 mai, Bruno a demandé l'accès aux images de vidéosurveillance. On y voit Reina marcher dans la rue en direction de la maison d'Andrés. C'est en effet le dernier endroit où elle a été vue ce jour-là. C'est peut-être pour cette raison que Bruno s'est de nouveau rendu chez Andrés le soir même. Il était cette fois-ci accompagné de son beau-frère. Ils frappent à la porte métallique, mais l'homme dit cette fois-ci ne rien savoir de la femme. Bruno lui demande néanmoins d'ouvrir la porte, disant qu'il veut lui poser quelques questions. Andrés ouvre la porte et Bruno fait irruption dans la maison. Le vieil homme a immédiatement déclaré qu'il n'avait rien à cacher, mais le mari de Reina a senti qu'il y avait quelque chose d'étrange. Les lumières de la maison étaient éteintes. Bruno a toutefois pu jeter un coup d'œil dans chacune d'entre elles. À première vue, tout semble normal. Toutefois, l'homme a dirigé son regard vers les cartons qui se trouvaient dans la chambre d'Andrés. Son intuition lui a peut-être dit de les déplacer, et il a alors remarqué qu'ils obstruaient l'entrée du sous-sol. Un spectacle incroyablement macabre l'attendait en bas, ou plus précisément, des restes humains, pour la plupart allongés dans plusieurs conteneurs. D'autres restes humains étaient entreposés sur une table à manger. Parmi eux, un visage et un cuir chevelu, séparés de la base du crâne. En examinant attentivement les lieux, Bruno a trouvé les affaires de sa femme. Il comprit alors que ces restes lui appartenaient. Pendant que Bruno examinait le sous-sol, Andrés a tenté de s'évader. Il est même parvenu à sortir de la maison mais a été immédiatement rattrapé. Bruno a alors appelé la police. 2 équipes de policiers se sont rendues à proximité du lieu présumé du crime. Pendant ce temps, les voisins de l'homme âgé, surpris, ont essayé de l'aider, ne comprenant vraiment pas pourquoi il était menotté. Bruno le ramène ensuite à l'intérieur et l'installe sur une chaise. Bruno a tenté de demander des explications à l'homme, mais celui-ci est resté silencieux. Au bout d'un moment, l'un des policiers a demandé l'assistance du parquet, car la loi exigeait qu'un mandat de perquisition soit requis. Étant donné qu'un corps démembré a été retrouvé dans la maison d'Andrés, la police n'a pas exclu qu'il y ait eu d'autres victimes. Tous les voisins d'Andrés étaient vraiment choqués par ce qui s'était passé. Tous ont assuré qu'ils le connaissaient comme un homme calme et amical. Ce n'est pas surprenant, puisqu'il était même le président du conseil municipal de son quartier. Lorsqu'un mandat de perquisition a été délivré, la police a de nouveau envahi son domicile. Des experts issus de divers domaines ont participé à des recherches approfondies. Parmi eux, des médecins légistes, des anthropologues, ainsi que des experts médicaux et médico-légaux. Tous ont méthodiquement examiné chaque recoin de la maison. Hormis le lit, de nombreuses autres choses ont été retrouvées dans la pièce principale. On y a notamment trouvé des vêtements éparpillés, une armoire et plusieurs photographies.
En descendant au sous-sol, les policiers ont découvert les restes déjà mentionnés d'une femme. Ses pieds étaient posés sur une chaise et à côté se trouvaient des couteaux, ainsi qu'une petite scie électrique et une machette. D'autres membres de la victime gisèrent sur la table. Divers restes et organes étaient entreposés dans des récipients en plastique. Il convient de noter que certaines parties du corps avaient déjà été en contact avec du sel en vue d'une conservation ultérieure. Comme indiqué précédemment, un visage et un cuir chevelu avec des cheveux ont également été découverts dans ce sous-sol. Après un examen préliminaire de la scène de crime, il a été décidé de faire appel à l'assistance de différents services d'experts. Dans un premier temps, l'espoir qu'elle ait pu se trouver seule sur les lieux subsistait. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête avançait, des objets ont été découverts dans la maison d'Andrés qui suggérèrent le contraire. Il s'agit notamment de 12 téléphones portables, de 12 cartes SIM, de produits cosmétiques, de vêtements féminins, de sacs à main, de chaussures et d'accessoires divers. Les policiers ont également trouvé plusieurs cassettes vidéo et de nombreux cahiers contenant des notes inquiétantes. Ces carnets contiendraient également les noms de femmes qui auraient pu être les victimes d'Andrés. Par ailleurs, les forces de l'ordre ont mis la main sur 9 trousseaux de clés, plusieurs grandes balances d'épicerie, des documents et plus d'une douzaine de photographies de femmes. Mais la découverte la plus macabre est sans aucun doute celle de visages et de cuirs chevelus parfaitement conservés et retirés des crânes avec soin. Après ces découvertes, la police n'a plus eu le moindre doute. Andrés était bien un tueur en série. L'homme était déjà en prison à ce moment-là. Il a immédiatement après son arrestation déclaré vouloir dire la vérité et a avoué le meurtre de Reina. Quant à la victime, on sait qu'elle travaillait dans un magasin de téléphonie mobile situé à quelques mètres seulement de chez lui. C'est peut-être pour cette raison qu'il lui rendait souvent visite sur son lieu de travail et qu'il venait à son aide en cas de besoin. De nombreux voisins d'Andrés pensaient qu'il n'y avait aucun lien de parenté entre lui et Reina. Il est vrai qu'ils avaient convenu de se rencontrer le jour de sa disparition pour acheter des affaires liées à son travail. Ils s'étaient déjà rencontrés à plusieurs reprises et Reina lui faisait donc confiance. À 5 heures du matin, elle a dit à son mari qu'elle allait faire des courses avec lui. Selon le témoignage de ce dernier, Reina s'est rendue chez lui et, au bout d'un moment, un conflit a éclaté entre eux. Andrés lui a alors déclaré sa flamme et lui a proposé une relation parallèle. C'est ce qui a provoqué leur dispute. Reina a refusé la proposition et Andrés a alors pris un couteau et l'a poignardé au cou. La femme s'est effondrée sur le sol et il a achevé sa victime. Comme elle respirait encore et luttait pour sa vie, il a décidé de la poignarder au niveau du cœur. Après avoir commis son crime, Andrés a démembré le corps de la femme et a placé les restes dans différents conteneurs qu'il a transportés au sous-sol. Dans la pièce, il a découpé le visage de Reina sur le crâne avec précision. Il a trouvé cela très beau et a voulu le garder avec lui. Il a ensuite trempé les restes de Reina dans du sel pour éviter que des mouches ne s'y posent. Il a également révélé que 4 autres femmes étaient enterrées dans sa maison et plusieurs autres déclarations. Cependant, les notes de son carnet ainsi que les photos de plus de 10 femmes indiquent qu'il y a eu beaucoup plus de victimes. Le 17 décembre 1974, Andrés a rédigé une note dans laquelle il décrit l'une de ses premières victimes qui vivait à Ecatepec. Selon cette note, cette dernière est morte à 5 heures du matin. La tête pesait 4,5 kg, les seins 1,5 kg chacun, les côtes 14 kg et le bras droit 10 kg. Le pancréas, le foie et le cœur pesaient chacun 4 kg. Le poids de toutes les parties du corps de la victime, âgée de 28 ans, a été estimé de cette manière. Ces documents ont probablement eu un impact extrêmement sinistre sur tous ceux qui ont enquêté sur l'affaire. Je vous rappelle également que des cassettes vidéo ont été retrouvées dans la maison d'Andrés. L'homme a filmé presque tous les meurtres ainsi que le démembrement des corps des victimes. Il a également réalisé des photos Polaroid. Personne n'a vraiment compris ce qu'il faisait, ni ce qui se passait dans sa tête. Pour beaucoup, c'est la pire affaire qu'il n'ait jamais rencontrée. Ce qui n'est pas surprenant, car c'était assez difficile à croire. Les jours suivants, la police a entièrement bouclé le bâtiment afin de procéder à des fouilles complètes pour vérifier si d'autres corps avaient été enterrés au sous-sol. Peu après, les propos d'Andrés se sont confirmés. Dans les médias, le surnom donné à Andrés, le monstre d'Atizapan, a été confirmé. De nombreux professionnels civils ont également rejoint les autorités pour participer aux fouilles. Tous ont continué à chercher des restes humains et d'autres indices potentiels. Au tout début, la cuisine a été fouillée.
Plusieurs ossements humains y ont été découverts. Des fouilles ont ensuite été effectuées sous la pièce principale d'Andrés, d'une superficie d'environ 30 mètres carrés. Rappelons que c'est dans cette pièce que se trouvait l'entrée du sous-sol. Plusieurs crânes et ossements y ont été découverts par la suite. La première phase des fouilles a permis de retrouver plus de 1000 restes osseux appartenant à au moins 4 victimes différentes. L'enquête se poursuit et les experts sont de plus en plus surpris par les découvertes quotidiennes. À la même période, Mendoza a avoué qu'il avait pour habitude de manger des parties de ses victimes. Cet aveu a déclenché le débat sur la question de savoir si l'homme s'était livré au cannibalisme. Une habitude qui a encore plus impressionné ses voisins. Ces derniers ont affirmé qu'Andrés avait déjà vendu de la viande par le passé. Tout cela expliquerait l'habileté avec laquelle il découpait les corps. Tous les voisins s'inquiétaient du fait que, parfois même après la fermeture de sa boucherie, l'homme faisait du porte-à-porte et vendait de la viande prétendument importée d'une autre région. Compte tenu des détails révélés, ils ont tous pensé qu'il s'agissait d'un mensonge et qu'Andrés vendait en fait la viande de ses victimes. De plus, les voisins se souviennent qu'il vendait la viande à des prix légèrement inférieurs et qu'il donnait aussi un peu plus que ce qu'on lui demandait. On sait qu'Andrés Mendoza est né le 29 novembre 1947. Certains de ses voisins se souviennent qu'il est arrivé à Atizapan de Zaragoza dans les années 1980. Sa propre sœur, qui a vécu avec lui dans la même maison pendant un certain temps, lui a demandé de percevoir des honoraires auprès des personnes qui louaient des chambres. L'homme semblait toujours calme et distant. Il avait ouvert sa propre boucherie environ 9 ans avant l'incident. Grâce à son activité, il a fait la connaissance de nombreuses personnes de la région, notamment des hommes politiques. Il est ensuite devenu président du conseil municipal de son quartier ainsi que membre du parti politique national. Parallèlement, Andrés était une personne très généreuse qui s'occupait de ses voisins. Il se rendait régulièrement dans les maisons et les appartements des habitants pour s'enquérir de leurs problèmes, si bien que ses voisins le considéraient comme un modèle. En d'autres termes, personne ne le soupçonnait de quoi que ce soit. Cependant, certaines personnes continuaient à dire que l'homme avait un regard désagréable. Plus d'une fois, il s'est présenté chez des femmes avec des intentions très contradictoires, prétendant vouloir leur venir en aide. Andrés était également connu comme un homme âgé qui se rendait souvent dans des bars pour boire et y rencontrer des femmes. Un couple avec enfants et un médecin local vivaient également dans une autre partie de la maison que l'homme habitait. Aucun d'entre eux n'a remarqué quoi que ce soit de suspect dans son comportement. L'un des documents trouvés chez Andrés appartenait à une femme nommée Norma Jiménez. Elle était portée disparue depuis le 6 août 2011. Elle avait la peau brun clair, une forte carrure, des hanches larges, ainsi qu'une tache de naissance sur la pommette droite et une grande cicatrice sur l'abdomen, conséquence d'une opération chirurgicale. Le jour de sa disparition, Norma s'est rendue comme d'habitude au bar où elle travaillait. Son service commençait à 14h et se terminait à 22h. Vers 22h15, elle a appelé sa famille pour leur annoncer qu'elle rentrait. Malheureusement, elle n'est plus jamais rentrée chez elle. On a appris plus tard qu'Andrés l'avait invitée chez lui en lui promettant une rémunération conséquente. Au lieu de cela, il l'a poignardée à plusieurs reprises, a démembré son corps et a enterré les restes dans l'arrière-cour. Son autre victime était Borgenza Olvera, une jeune femme de 27 ans. Elle avait la même corpulence que Norma. Elle travaillait également au bar. Elle a été vue pour la dernière fois le 7 avril 2012 alors qu'elle quittait la maison. Andrés a également révélé plus tard qu'il avait rencontré 2 filles la même année, Aline et Gardenia. Elles aussi travaillaient au bar. L'homme a avoué qu'il les avait invitées chez lui et qu'il les avait tuées après qu'elles ont refusé d'avoir des relations intimes avec lui. Le 16 octobre 2016, Flor Vizcaíno, une femme de 38 ans, a également quitté son domicile et est depuis lors portée disparue. Ce n'est qu'au cours d'une perquisition au domicile de Mendoza qu'on a pu retrouver son identité. On sait qu'elle était mère de 2 adolescentes et qu'elle travaillait comme serveuse. Flor était également divorcée et le jour de sa disparition, ses filles passaient du temps avec leur père. Elle a quitté le domicile familial vers 11h et a envoyé un message à ses filles sur Facebook le même jour. Les heures ont passé sans qu'elle ne rentre chez elle et sa famille a donc publié un avis de disparition. Son portrait a été publié sur les réseaux sociaux, sans succès. Flor a rapidement fait la connaissance d'Andrés. Il l'invitait parfois à déjeuner et lui offrait même des cadeaux. Malgré cela, elle a refusé de sortir avec lui, ce qui a poussé Andrés à la tuer.
Des documents appartenant à Rubecella, une femme de 32 ans, ont également été découverts au domicile de l'homme. Elle est portée disparue depuis le 20 juillet 2019. Elle a été vue pour la dernière fois dans l'un des restaurants de la ville. Ce moment a été filmé par des caméras de vidéosurveillance. Elle avait un fils âgé de 5 ans. Elle prévoyait d'entamer des études en pétrochimie et travaillait dans une banque. Elle travaillait à temps partiel comme coursier pour livrer de la nourriture pendant son temps libre. Ce jour-là, elle était en congé et a décidé de gagner un peu d'argent supplémentaire en effectuant quelques livraisons. Les proches ont constaté la disparition lorsque Rubecella n'a pas été chercher sa sœur à l'aéroport. La jeune fille est arrivée seule à l'appartement de Rubecella, où elle a retrouvé son fils, après avoir passé près de 5 jours seule. Sa disparition n'a été signalée que le 27 juillet. La moto que conduisait Rubecella a été retrouvée dans le quartier de San Javier, mais pas la jeune femme. Lors de son témoignage, Andrés a indiqué qu'il choisissait soigneusement ses victimes et qu'il les tuait en cas de refus. Il n'était pas rare qu'il invite des femmes chez lui sous prétexte de leur venir en aide. Lorsqu'elles se présentaient chez lui, il sortait discrètement un couteau et les poignardait généralement au niveau du cœur et du cou. Lorsqu'elles ne bougeaient plus, il procédait à leur démembrement. Comme elles étaient belles, il leur coupait soigneusement le visage dans l'espoir de les garder pour lui. Il faisait de même avec les têtes. Il découpait certaines parties du corps pour les manger, ce qui était grandement facilité par son expérience de boucher. Il trempait le reste dans du sel et l'enterrait dans le jardin de sa maison. Il recouvrit toutes les sépultures d'une épaisse couche de ciment afin d'éviter les mauvaises odeurs. En quelques semaines, les autorités sont parvenues à rassembler environ 4000 ossements. Les examens médico-légaux ont révélé que les ossements appartenaient à au moins 17 victimes. La police a commencé à analyser les dossiers des personnes disparues à Atizapan de Zaragoza et dans ses environs au cours des 31 dernières années. Parallèlement, tous les restes osseux ont fait l'objet d'un nettoyage approfondi. Ce n'est qu'ensuite qu'il a été possible de déterminer à quelle partie du corps ils appartenaient. C'est d'ailleurs ce qui a permis d'estimer le nombre approximatif de victimes. Pendant que l'enquête se poursuivait, Andrés Mendoza a été transféré dans une autre prison. Il était en effet régulièrement menacé par d'autres détenus qui voulaient le tuer pour ce qu'il avait fait. Quelque temps plus tard, des parents de l'une des femmes disparues se sont présentés à la police afin de fournir leurs échantillons d'ADN et de les comparer à ceux obtenus à partir des restes osseux retrouvés. Il s'agit de Marta Dorantes, une femme de 33 ans. Le 2 décembre 2017, elle a quitté son domicile d'Atizapan de Zaragoza, situé à seulement quelques pâtés de maison de la résidence d'Andrés. Vers 8 heures, elle s'est rendue dans une agence bancaire locale afin d'effectuer un virement. Elle a pris les transports publics pour se rendre dans le quartier Companario. Ce jour-là, son fils aîné, âgé de 15 ans, l'avait déjà appelée 2 fois et avait eu plusieurs conversations avec elle. Plus tard, elle a cessé de répondre au téléphone. Comme elle n'était pas rentrée chez elle, son mari a signalé sa disparition à la police. Depuis, on n'a plus eu de nouvelles de Marta. Il est toutefois certain qu'elle connaissait Andrés. Quelques mois avant sa disparition, il lui avait proposé un emploi de femme de ménage au bureau du conseil municipal. Lorsque ses proches ont appris la détention d'Andrés, ils ont immédiatement pensé qu'elle avait pu être sa victime. Maria Marès et son fils Edgar, alors âgé de 7 ans, figurent également parmi les nombreuses victimes d'Andrés. Selon certaines informations, ils ont disparu le 24 décembre 2014. Les voisins ne les ont pas revus depuis ce jour. Mathilde Marès, la sœur de Maria, a déclaré qu'elle était mère célibataire et qu'elle gagnait sa vie en vendant des bonbons sur un chariot spécial avec son fils. Andrés lui avait permis de laisser le chariot chez lui. Le jour de leur disparition, ils ont quitté la maison en disant à leur famille qu'ils n'allaient pas tarder à revenir. Comme ils n'étaient pas revenus, ils ont été recherchés dans les rues de la ville où ils travaillaient habituellement. Après avoir interrogé la plupart des habitants de la région, une personne seulement les ayant vus peu avant leur disparition a pu fournir des informations. Il s'agit d'Andrés Mendoza. Il a même accompagné la sœur de Maria à la police pour signaler la disparition de cette dernière. Curieusement, personne ne l'a jamais soupçonné. Tout le monde dans le quartier le considérait comme un homme extrêmement honnête et respectable, toujours prêt à aider autrui. Plus tard, l'une des voisines d'Andrés, qui tenait une épicerie, s'est souvenue qu'il lui avait offert des billets pour un festival qui se tenait dans leur quartier. Selon elle, il avait tellement insisté pour qu'elle aille y assister
qu'elle avait même cru qu'il avait le béguin pour elle. Une autre voisine qui vivait avec son fils, Andrés, lui a promis de lui acheter un téléphone portable si elle passait chez lui, mais elle a refusé. À la fin de la partie principale des fouilles, plus de 4000 restes osseux appartenant à 18 femmes et à un enfant avaient été découverts. Ces informations ont été communiquées après la conclusion des opérations dans 3 des 4 zones de la scène de crime. Il est également important de noter que 2 radars modifiés ont été utilisés pendant les fouilles afin de recréer une carte virtuelle de la zone, ce qui a permis d'obtenir une vue d'ensemble de la scène de crime. Grâce à ces restes, il a été possible d'établir que 19 victimes avaient été enterrées à cet endroit. Les experts ont procédé à l'extraction, au nettoyage, à la quantification des restes et à d'autres analyses génétiques. Les résultats ont ensuite été comparés à l'ADN des parents d'au moins 11 femmes disparues. 6 correspondances ont ainsi été identifiées. Cela signifie qu'au moins 6 victimes ont été identifiées et qu'il en reste 13 autres à identifier. À ce stade de l'enquête, la police poursuit ses recherches dans une autre maison d'Andrés. Le 18 mars 2022, celui que l'on appelle le monstre d'Atizapan a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité dans le seul dossier Reina Amador. Il devra également verser une amende de plus de 1 million de pesos mexicains aux proches des victimes à titre de dédommagement. Bien que les restes de 19 victimes aient été retrouvés, on pense qu'il y en a eu beaucoup plus, Andrés Mendoza ayant lui-même déclaré qu'il avait tué au moins 30 femmes au cours de sa vie. Cette affaire est une nouvelle preuve que l'on ne doit jamais se fier aux apparences. Parfois, les pires tueurs en série mènent une vie ordinaire sans éveiller les soupçons. Ils ont également une capacité incroyable à gagner la confiance des autres, sont bien socialisés et dissimulent facilement leur vraie nature. Soyez vigilants. En matière d'histoire fascinante, celle-ci se distingue particulièrement, car des événements de cette nature méritent une reconnaissance mondiale. Cette histoire s'est déroulée en Italie en 1939. Leonarda Cianciulli, marchande de savon, originaire de Correggio, proposait ses produits parfumés aux habitants de la ville et aussi leur offrait également des biscuits faits maison. Les ingrédients de ces produits étaient quelque peu atypiques, mais cela n'a été révélé que bien plus tard. Leonarda Cianciulli est née le 14 novembre 1893 à Montella, une ville de la province d'Avellino, dans la région de la Campanie. Dès son plus jeune âge, la jeune fille souffre d'un manque d'amour maternel. Sa mère Emilia ne l'aimait vraiment pas, car elle considérait que sa fille était un fruit de la violence, et c'est pourquoi elle la maltraitait le plus souvent et la battait même. En réalité, chaque occasion où sa mère posait son regard sur elle, cela ravivait chez elle les souvenirs de la raison pour laquelle elle avait épousé un homme qu'elle n'aimait pas. Très tôt, Leonarda a essayé à 2 reprises d'affirmer sa volonté de mettre un terme aux abus et aux violences qui étaient devenues intolérables pour elle. En 1914, elle rencontre un jeune homme, Raphaël Pansard, employé des postes, et décide de l'épouser. Elle souhaite plus que tout quitter la maison de ses parents et n'hésite pas une seconde à prendre cette décision. Cependant, ses parents s'opposent à ce mariage, car ils ont d'autres projets pour leur fille. Ils souhaitent la marier à son cousin. Après le mariage de Leonarda, sa mère est tellement en colère contre elle qu'elle la maudit. Leonarda fait semblant de ne pas s'en soucier et s'installe avec son mari dans la petite ville de Loria. Tout semble bien se passer dans leur vie de couple, mais quelques années seulement après le mariage, Raphaël se met à boire sans discontinuer. Poussé par le besoin désespéré d'argent, Raphaël finit par faire emprisonner son épouse pour escroquerie. La situation de la famille ne s'est pas améliorée au fil des années. En 1930, un violent séisme d'une magnitude de 6,7 a frappé la région italienne, causant d'importantes pertes humaines et des destructions massives de bâtiments. La maison de Leonarda a également été endommagée par le séisme et, devenue sans abri, la famille a été contrainte de retourner vivre à Correggio. Leonarda avait une étrange obsession pour la maternité. Les traumatismes qu'elle a subis durant son enfance pourraient éclairer les raisons pour lesquelles elle a traversé 17 grossesses. Il convient de noter que 13 enfants n'ont pas réussi à survivre, avec 10 d'entre eux décédés au cours des premiers mois de leur vie et les 3 derniers n'ayant pas pu être assistés. Seuls 4 enfants ont survécu, car Leonarda les a surprotégés, craignant pour eux une malédiction de la part de leur mère. Une diseuse de bonne aventure qu'elle a consultée pour connaître l'avenir a dit qu'elle avait vu une prison dans sa main droite et un hôpital psychiatrique dans sa main gauche.
Leonarda a mentionné qu'elle rêvait chaque nuit de petits cercueils blancs engloutis par la terre, un par un. Incapable de supporter la perte d'un autre enfant, elle s'est mise à lire des livres sur la chiromancie, l'astronomie, les sorts, les malédictions et le spiritisme. Pendant ce temps, les problèmes d'alcoolisme du mari de Leonarda s'aggravaient et il n'y avait absolument rien pour nourrir la famille. Le couple se disputait sans cesse et finalement, Leonarda prit la décision de divorcer puis de rompre avec son mari. Elle déménagea alors au 3e étage d'un immeuble de la Via Cavour avec ses 4 enfants. Malgré les mauvais présages de sa mère, elle parvint à changer le cours de sa vie et à ouvrir un petit magasin. La chance semble plus que jamais sourire à Leonarda. Elle parvient à commercialiser des vêtements de seconde main, des savons artisanaux, ainsi que des services de voyance, témoignant de son intérêt pour l'occultisme et la magie noire depuis son enfance. La nature amicale et serviable de Leonarda lui vaut le respect de ses voisins. Sa famille semble tout à fait normale. Les 4 enfants se comportèrent bien à l'école et avaient beaucoup d'amis. Malgré son divorce, Leonarda n'a jamais interdit à son ex-mari de voir les enfants. Elle aimait aussi inviter ses voisins à prendre le thé et le dessert. Tout change cependant radicalement lorsque Giuseppe, le fils préféré de Leonarda, décide de s'engager dans l'armée italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de ce moment, la femme est reléguée au second plan. Le départ de son fils la plonge dans un sentiment de nostalgie et de peur immense. De nature superstitieuse, elle se persuade qu'il est temps de faire appel aux arts occultes pour se protéger. C'est ainsi que Leonarda conçoit un plan sinistre impliquant un sacrifice humain afin de protéger un jeune homme de tout mal. Leonarda a utilisé les cartes de tarot pour concrétiser ses idées. C'était le moyen idéal pour attirer l'attention de ses victimes. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de chercher à obtenir de futures victimes, car 3 de ses amis venaient toujours chez elle. Il s'agissait de femmes âgées et solitaires qui cherchaient du réconfort et des conseils auprès d'elle. Parmi ces 3 amies se trouvait Clementina Soavi, une femme célibataire qui gardait les enfants de son quartier, et Virginia Cassiopo, une ancienne chanteuse d'opéra qui avait voyagé dans différentes parties du monde et s'était fait un nom. Enfin, Faustina Setti était une paysanne semi-analphabète au caractère calme mais fougueux. Elle se retrouvait de temps à autre chez Leonarda pour bavarder pendant des soirées entières. La peur de perdre son fils a poussé Leonarda à agir immédiatement. Elle prend une résolution et s'engage à la mettre en œuvre avant qu'il ne soit trop tard, afin de ne jamais avoir à se séparer de son fils adoré. Le 17 décembre 1939, Faustina Setti devient la première victime de Leonarda, qui met fin à ses jours. Au cours de leur dernière conversation, Leonarda lui avait prédit son mariage. Un jour, Faustina revint lui rendre visite et, depuis lors, on ne l'a plus jamais revue. La veille de ce jour-là, Faustina Setti demanda à sa voisine si elle pouvait s'occuper de ses chats pendant quelques jours, car elle devait partir. Les cartes distribuées par Leonarda promettaient à la femme une rencontre avec l'amour de sa vie. Ce jour-là, le 17 décembre, elle passe un long moment à se faire belle. Faustina se coiffe avec soin, se maquille et a pris le temps de se parfumer. La femme, qui semblait excitée, a avoué à quelques connaissances qu'elle allait se marier et déménager dans une ville du sud de l'Italie. Les habitants de Correggio l'ont vue pour la dernière fois lorsqu'elle est entrée dans la maison de Leonarda. Une fois sur place, elle a disparu. Sa disparition n'a cependant pas éveillé les soupçons, car beaucoup ont pensé qu'elle était probablement partie pour rencontrer l'amour de sa vie et qu'elle passait dire au revoir à sa meilleure amie. Toutefois, la réalité est tout autre. Leonarda avait fait croire à son amie qu'elle rencontrerait son futur mari à Paola, affirmant qu'il s'agissait d'un ami qui rêvait de la rencontrer. Saisissant cette occasion, Leonarda a proposé à son ami de s'occuper de ses biens pendant son absence et lui a fait signer une lettre notariée indiquant qu'elle se chargeait de la gestion de ses économies. Leonarda lui a conseillé de ne rien dire à personne pour éviter que cette histoire ne porte malheur. Cette dernière lui a toutefois conseillé d'écrire à ses amis afin qu'elle puisse leur donner de ses nouvelles après son départ. Leonarda a également ajouté qu'elle serait heureuse si elle pouvait lui dire au revoir juste avant son départ. Lorsque Leonarda rencontre Faustina à la porte, elle semble heureuse et bien habillée. Cette dernière lui offre alors un verre de vin contenant un somnifère. Dès que l'invité s'est endormi, Leonarda l'entraîne dans une petite pièce, prend une hache et découpe le corps en 9 morceaux. Elle a ensuite pris 2 bassines préparées à l'avance, y a placé les fragments de corps,
puis a rempli d'eau un chaudron spécialement acheté pour la fabrication de savon et l'a mis sur le feu avec de l'eau afin qu'il bouillonne. Elle y ajoute 7 kg de soude caustique ainsi que les morceaux de corps. Leonarda a ensuite remué le mélange jusqu'à ce que les fragments du corps de la victime se dissolvent et noircissent. Elle a ensuite versé le mélange dans des seaux pour le laisser infuser. Après avoir observé le mélange, Leonarda a réfléchi un instant puis a déclaré « Nous avons maintenant assez de savon pour 6 mois ». Quant au sang de la victime, Leonarda a attendu qu'il gèle, puis l'a fait sécher dans le four. La criminelle a ensuite mélangé cet ingrédient à de la farine, puis y a ajouté du sucre, du chocolat, du lait et des œufs. Elle a bien mélangé le tout et cuit des biscuits croustillants qu'elle a distribués à ses prochains invités, qu'elle a mangés elle-même et dont elle a régalé ses enfants. La disparition de Faustine passe inaperçue. Les voisins se souviennent qu'elle s'est installée à Paola et, comme elle n'est pas mariée, personne ne la cherche ni ne se doute de rien. Tout se passait comme d'habitude. Mais au bout de 9 mois, le 5 septembre 1940, Leonarda décide de renouveler son plan et de sacrifier une autre victime. Sa victime se nomme Clementina Soavi. Peu avant le prochain meurtre, elle informe son amie de sa décision de quitter Correggio pour intégrer un internat à Piacenza, car l'une de ses amies, qui dirige cet établissement, est prête à lui offrir cette opportunité. Tout comme la première fois, Leonarda a conseillé à sa victime de ne pas partager la nouvelle avec qui que ce soit afin de ne pas s'attirer de la malchance. Elle lui a plutôt recommandé d'envoyer des cartes postales à ses proches pour leur annoncer son départ imminent pour obtenir une place à Piacenza. Elle a également proposé à son amie de se porter candidate pour gérer ses biens et les vendre si nécessaire. Les choses se sont ensuite déroulées selon le même plan. Clementina est passée dire au revoir à Leonarda, a bu du vin additionné de somnifères, puis Leonarda l'a tué, démembré, puis a inclus sa dépouille et la recette des biscuits préférés dans la composition du savon. La disparition de la deuxième victime n'a éveillé aucun soupçon, car toutes ses connaissances savaient qu'elle avait trouvé un bon emploi et qu'elle n'avait pas eu le temps de faire ses adieux, si ce n'est pour confier ses économies à Leonarda. 2 mois plus tard, le 30 novembre 1940, alors que Leonarda estimait que ses sacrifices portèrent leurs fruits, elle s'apprêtait à mettre son plan à exécution pour la 3e fois. Cette fois-ci, elle choisit comme victime Virginia Cacioppo, âgée de 59 ans. Selon les cartes, le destin de cette dernière était sur le point de changer. Elle lui apprit que le directeur du théâtre de Florence avait besoin d'une secrétaire ayant des connaissances dans le domaine du chant et qu'il était prêt à lui confier le poste. Leonarda demanda à son ami de ne rien révéler à quiconque. Comme dans les 2 cas précédents, la victime potentielle a immédiatement commencé à partager la nouvelle avec ses proches. Le 30 novembre à midi, Leonarda ouvre la porte de son domicile à Virginia. Sans qu'elle ne le sache, la belle-sœur de la future victime l'aurait observée entrer dans la maison sans jamais en ressortir. Tout s'est déroulé comme les fois précédentes. Sauf qu'à présent, Leonarda agissait avec beaucoup plus d'expertise. Non seulement elle jeta le corps démembré dans le chaudron en ébullition, mais elle y ajouta également un flacon d'eau de Cologne. L'odeur de la mixture était merveilleuse. Au bout de quelques heures, Leonarda réussit à fabriquer un excellent savon à la texture crémeuse. Puis elle se remit à la confection de ses desserts, si populaires et si délicieux que ceux qui les avaient goûtés disaient qu'ils étaient un chef-d'œuvre. Leonarda affirmait qu'il s'agissait de sa recette fétiche. Quelques jours plus tard, Leonarda se met à distribuer des savonnettes à ses voisins et à leur offrir ses biscuits renommés. La femme est fière d'être reconnue par les habitants de la ville qui la trouvent aimable et toujours prête à aider. Pendant ce temps, Albertina Fanti, la belle-fille de Virginia, s'inquiète de la disparition soudaine de cette dernière. Il n'y avait même pas d'adresse où la joindre. Albertina trouve cela étrange car d'habitude sa parente ne se comporte pas ainsi. Elle décide donc de signaler officiellement la disparition de cette dernière au chef de la police de Correggio. Interrogée, Albertina Fanti indique que la dernière fois qu'elle a vu Virginia, c'était chez Leonarda Cianciulli. Les investigations ont révélé que les 2 autres amis de Leonarda avaient également disparu sans laisser de traces. Des recherches plus approfondies ont permis de révéler les nuances de cet incident criminel, qui n'était pas seulement surprenant, mais qui a également provoqué une vive émotion dans tout le quartier. Presque tous les habitants du quartier ont réussi à manger les biscuits de Leonarda et à se laver avec du savon fabriqué à partir des corps de ses victimes. Lors de la perquisition de la maison de Leonarda, la police a découvert des bijoux et d'autres biens appartenant à des victimes dissimulées sous la maçonnerie.
Ils ont également retrouvé les dentiers de 3 femmes. Dans la chambre, les agents ont trouvé 3 haches, plusieurs couteaux ainsi qu'un chaudron dans lequel Leonarda avait plongé les corps pour en faire du savon. Tous ces objets sont actuellement exposés au musée criminologique Time. Leonarda a avoué ses crimes après avoir été mise en lumière, révélant son modus operandi qui commençait par convaincre les victimes qu'un avenir radieux les attendait sous la forme d'un emploi convoité ou de l'amour. Une fois les victimes piégées, elle les incitait à lui laisser tous leurs biens. Elle leur offrait ensuite un verre de vin auquel elle avait ajouté un somnifère. Lorsqu'elles s'endormaient, Leonarda les tuait à l'aide d'une hache, puis découpait les corps dans une bassine pour en faire du savon. Et c'est avec leur sang qu'elle préparait ses biscuits. Après la perquisition, les enquêteurs ont contacté les 2 hommes chez qui les victimes de Leonarda comptèrent se rendre, car ils ont initialement pensé qu'il s'agissait d'un groupe criminel. Mais après une enquête plus approfondie, ces hommes ont été exclus de l'affaire, car ils ne semblaient pas soupçonner quoi que ce soit. Le fils de Leonarda a également été arrêté plus tard pour complicité présumée dans le crime, la police ne croyant pas que la femme ait agi seule. Après avoir purgé 5 ans de prison avant le procès, Giuseppe a été libéré faute de preuves. Leonarda a tenté de convaincre le jury que son fils n'était pas impliqué dans le crime et qu'il n'y était pour rien. Elle a été emmenée à la morgue afin d'exclure son fils de l'affaire et de prouver qu'elle était la seule responsable du crime. Il n'a fallu que 12 minutes à Leonarda pour démembrer le corps, ce qui est tout à fait incroyable. Le procès s'est ouvert le 12 juin 1946. Au cours de celui-ci, Leonarda a tenté de justifier ses actes en disant qu'elle payait un tribut de sang à la mémoire de sa mère décédée. Sa mère lui était apparue en rêve et lui avait lancé des menaces. Si elle ne sacrifiait pas des vies innocentes en retour, elle prendrait la vie de ses enfants. À un moment donné, le médecin légiste a déclaré que Leonarda ne pouvait pas transformer les corps de ses victimes en savon, mais la femme s'est alors levée et a déclaré « Si quelqu'un dans cette salle m'apporte un corps de n'importe quel âge, je peux facilement le prouver. » Quelques jours après le début du procès, Leonarda a été reconnue coupable et condamnée à 30 ans de prison et à 3 ans d'internement dans une prison psychiatrique pour femmes. Elle est morte d'une attaque cérébrale le 15 octobre 1970 à l'âge de 77 ans. De nombreux livres sur son cas ont été publiés de son vivant et après sa mort, dont les plus célèbres sont Confessions d'une âme amère. Leonarda était surnommée la savonnière de Correggio. Nous avons ici un cas impressionnant. Personne n'aurait pu imaginer qu'une femme que tout le monde connaissait comme une bonne personne puisse commettre de tels actes et entraîner tout un quartier dans son sillage en faisant manger des biscuits et en se lavant avec du savon contenant les corps de ses victimes. La fillette que vous voyez sur vos écrans s'appelait Sarah Payne. Elle est née le 3 octobre 1991. Sarah vivait avec ses parents, Michael et Sarah Payne, 2 frères aînés et une petite sœur. Sa maison était à Jersey, en Angleterre, à quelques heures de la maison des parents de son père, où cette histoire a eu lieu. Sauf la famille, il n'y avait pas grand-chose à dire à propos de Sarah, car la fillette n'avait que 8 ans au moment de l'incident. La famille était bien ordonnée pour élever ses enfants. La maman de Sarah travaillait dans un bar pendant la journée et son père pendant la nuit. Le matin, Sarah emmenait les filles à son travail et quand elle rentrait à la maison l'après-midi, le père ne dormait plus. Donc, tous pouvaient passer du temps ensemble. Le 1er juillet 2000, c'était le jour le plus ordinaire. Les fillettes sont allées au travail avec leur maman et quand elles sont revenues après le déjeuner, elles ont commencé à faire leurs valises ensemble pour aller voir la grand-mère et le grand-père. Leur maison se trouvait dans un très bel endroit, sur la côte de Kingston Gorse. Cet endroit était assez calme. Il y avait beaucoup de place à jouer. Tout était calme et semblait parfait pour passer du temps avec les enfants. Tout semblait assez sûr, mais malheureusement, ce n'était pas comme ça. Ce jour-là, le 1er juillet, après le déjeuner, toute la famille a décidé de se promener sur la plage, de parler et juste de passer un bon moment. Quelques heures plus tard, le grand-père a voulu visiter la ville. Il est clair que les fils aînés voulaient se promener séparément, mais ils ont dû rester et surveiller les petites sœurs parce qu'ils étaient responsables d'elles. Mais malgré qu'ils s'occupaient toujours bien de Sarah et Charlotte, la seconde sœur, cette fois, un inattendu est survenu. Les adultes ont décidé d'aller se distraire au bar local, tandis que les enfants sont allés jouer. Je vous rappelle qu'il y en avait 4. 2 garçons de 11 et 13 ans, Charlotte, 6 ans, et Sarah, victime dans cette histoire.
Tout ce temps, les enfants jouaient dans un champ de maïs, avant le moment où Sarah n'a pas soudainement décidé qu'il serait préférable de rentrer chez elle. Cela se passe à 20h. Elle se dirige vers la maison qui n'était qu'à quelques mètres, mais elle ne l'atteint jamais. Les frères disaient qu'ils ne se sont détournés que pendant quelques secondes et que dans un instant, la petite sœur n'était déjà plus en champ de vision. Les parents sont revenus et ont compris que Sarah était absente. Les frères disaient qu'ils ne savaient pas où elle pouvait être et finalement la famille a appelé la police. Les officiers viennent immédiatement parce qu'il s'agit d'un enfant de 8 ans. Elle pouvait se perdre dans la forêt, dans le champ, elle pouvait être encore vivante, mais très effrayée, donc il fallait la trouver immédiatement. Mais c'était juste une théorie, malgré que la famille soupçonnait déjà que quelque chose de mal s'est passé. Malheureusement, ni cette nuit ni le lendemain, elle n'a été trouvée. Le 2 juillet, des recherches complètes ont commencé et une enquête a été ouverte. Dans 48 heures après la disparition de Sarah, une opération de recherche de grande envergure a commencé. La famille accordait des interviews, parlait à la presse et a aussi montré une photo d'école de la fillette. À cause de ce qu'il y avait peu de maisons, de voitures, il y avait peu de témoins, la seule chose que l'on pouvait faire, c'était d'étendre les photos de Sarah partout, de parler d'elle à la télé pour que les gens puissent reconnaître Sarah. En outre, les parents voulaient susciter la compassion du public, et en particulier de la personne qui a enlevé la fillette pour qu'elle la ramène. Mais cela ne s'est pas passé, naturellement. La maman de la fillette, qui s'appelait aussi Sarah, était une autre personne importante de cette affaire. Elle ne laissait personne oublier sa fille, mais tous les efforts de la famille n'ont pas empêché celui qui a enlevé Sarah de finir par la tuer. Le 17 juillet de la même année, à 24 km de Kingston Gorse où la fillette a disparu, son corps a été trouvé au champ et l'enquête sur le meurtre de Sarah Payne commence de ce jour-là. Lors de nombreux interrogatoires, les frères disaient qu'à ce jour-là, ils ne détachaient pas les yeux de leur sœur avant qu'elle ne disparaisse elle-même. C'était un instant, quelques secondes qui ont changé la vie de la famille pour toujours. L'un des frères suivait Sarah quand elle partait pour ne pas la laisser seule, mais c'est juste à ce moment-là que sa petite sœur Charlotte frappe et tombe. Il se retourne pour une seconde et Sarah disparaît soudainement. Quelque chose s'est passé au moment où les frères se sont retournés et c'est arrivé si vite qu'ils n'ont pas pu arrêter ça. C'est-à-dire la personne qui a enlevé Sarah a planifié tout cela, l'épiait pendant un certain temps. Et s'est probablement enfui en voiture, c'est pourquoi les frères ont été interrogés pour savoir s'ils avaient vu quelque chose de suspect. Le frère qui accompagnait Sarah a dit qu'il avait vu 2 voitures dans la rue qui traversaient ce champ de maïs. Une voiture et une camionnette blanche. Ce qui était suspect, c'était qu'un homme les regardait et souriait. Et après avoir souri au garçon, il est parti rapidement. La police, à qui attirait-elle l'attention pour trouver des suspects? Bien sûr, à la liste des agresseurs de mineurs qui se trouvaient à proximité. Parmi ces personnes, la police a reconnu un homme nommé Roy Whiting, un pédophile qui n'habitait qu'à 8 km de la maison des grands-parents de Sarah. Il possédait la camionnette blanche et était déjà en prison pour des crimes similaires. En ce qui concerne Roy Whiting, il n'a pas eu une enfance très heureuse. Beaucoup de frères et les parents qui ne s'intéressaient pas à lui. En outre, il a eu une période scolaire difficile. Après ses études, il menait une vie ordinaire. Il travaillait comme mécanicien, sortait avec une jeune fille, habitait dans sa ville natale. Cependant, Roy Whiting avait un petit secret. Les petites filles ont commencé à l'attirer, à tel point que cela est devenu une dépendance. Il les épiait et les attendait. C'était un vrai maniaque. Il cherchait ses victimes en parcourant en camionnette blanche qu'il a achetée justement pour cet objectif. En 1995, Roy a enfin accompli ce qu'il voulait. Il a enlevé une fillette, l'a violée et s'est débarrassé de la camionnette pour ne pas donner des soupçons. Mais finalement, la police a réussi à trouver la voiture et à arrêter le coupable. Mais à cause de ce que Roy ne l'a pas tué, il n'a pas eu beaucoup d'années de prison. Il n'a été condamné qu'à 4 ans, dont il n'a purgé que 2 ans. Lors du premier diagnostic chez le médecin, il a dit que cela s'était passé seulement une fois, et que cela ne se répétera plus jamais, et qu'il n'était pas un pédophile du tout. Mais tout cela semblait ridicule pour de nombreuses raisons. On ne sait pas qui faisait ce diagnostic, mais on pouvait dire avec certitude que le spécialiste s'est comporté très négligemment. Parce que Roy planifiait cela, il a acheté la camionnette pour poursuivre les fillettes et il a fini par répéter cela à nouveau. Malgré que Roy était dangereux,
Ces arrêts ont été quand même levés, mais on l'a enregistré au registre des violeurs sexuels, au moins. Roy Whiting a été interrogé pour la première fois 24 heures après la disparition de Sarah. La première fois que la police est venue voir cet homme, il n'était pas chez lui. On l'attendait pendant 5 heures et on a pu enfin se demander où il se trouvait tout ce temps. C'était juste une formalité, parce que l'homme n'a été accusé de rien à ce jour-là. Mais quelque temps après que la police a quitté sa maison, Roy est rentré vers sa camionnette. Mais les policiers qui l'y attendaient ont arrêté à nouveau cet homme avant qu'il soit parti, car si une personne s'enfuit juste après avoir parlé à la police, ça semble suspect. Roy Whiting a passé 2 jours en détention, mais vu qu'il n'y avait aucune preuve qu'il était coupable, il a été mis en liberté sous caution. Cependant, la police a trouvé parmi ses objets personnels un chèque de la station-service sur l'autoroute 24 près de Colgam, l'endroit où une petite chaussure de Sarah Payne a été trouvée. Ce chèque a également réfuté le témoignage de Roy qu'il était à ce moment-là dans un parc d'attractions à 17h30 et qu'il est retourné dans son appartement à 22h30 quand Sarah avait déjà disparu. Le chèque a confirmé qu'il n'était pas chez lui et qu'il était, avec sa camionnette, dans un endroit complètement différent. Le 20 juillet, on trouve la chaussure de Sarah. Et le 23 juillet, Roy vole une voiture dans laquelle il a été arrêté par la police pour violation du code de la route, et Roy est en détention jusqu'au 27 septembre 2000, après quoi il se plaide coupable au vol de la voiture, et on l'arrête pendant 22 mois. Pendant que Roy était en prison pour vol de la voiture, la police a enfin pu faire l'expertise de la camionnette Fiat Ducato qu'il avait achetée le 23 juillet 2000 et le 6 février 2001, après une longue enquête policière. Whiting a été accusé de l'enlèvement et du meurtre de Sarah Payne. Le procès a commencé par plusieurs preuves indiquant qu'il avait commis ce crime. Whiting ne reconnaît ni sa culpabilité ni véridicité d'aucune des preuves et il était détenu jusqu'au jour du jugement le 14 novembre 2001. À cause de ce qu'il était toujours en prison pour vol de la voiture au moment où il devait être élargi, Roy a continué à rester en prison parce qu'il attendait son procès. Cela a prévenu la possibilité d'évasion ou de récidive et d'autres victimes. Le 14 novembre, le procès a eu lieu. Le frère aîné de Sarah Payne s'est présenté comme un témoin et a confirmé qu'il avait vu un homme suspect aux dents jaunâtres. Le procès a été un peu long parce que le garçon a indiqué à une autre personne lors de l'identification, mais la chaussure de Sarah qui a été trouvée près de l'autoroute est devenue l'une des preuves principales dans son affaire. L'expertise a montré que des fibres de la camionnette de Whiting ont été trouvées dans ses chaussures. En outre, une mèche de cheveux blancs a également été trouvée à l'intérieur de la camionnette et un test ADN a montré que ces cheveux appartenaient à Sarah. Le 12 décembre 2001, après 4 semaines de procès, Whiting a été condamné pour l'enlèvement et le meurtre de Sarah Payne. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité. Au cours du procès, on a essayé de ne pas mentionner le passé de cet homme, car il a déjà été condamné pour un crime pareil. Et si cela arrivait à la presse, Roy pourrait faire appel en se fondant sur le fait qu'on le juge en fonction de ses affaires antérieures. À partir de ce moment, on a commencé à parler de l'accès public aux listes des violeurs sexuels pour assurer la sécurité de la population. Le 24 novembre 2002, le ministre de l'Intérieur a ordonné à Roy Whiting de purger sa peine au moins 50 ans. Au fil du temps, Whiting a essayé d'élargir avant le délai judiciaire. La première fois, il a fait appel en 2004 et on a réduit sa détention de 50 ans à 40 ans. Il est clair que la famille de Sarah était très déçue de cette décision, aussi comme l'opinion publique, parce que Roy pouvait être élargi à l'âge de 82 ans et répéter son crime. Après cette affaire, ce que l'on appelle la loi de Sarah a été adoptée. Elle donnait un accès contrôlé au registre des violeurs sexuels et devait réduire les crimes pareils à l'avenir, aider les parents à prévenir les contacts avec un agresseur potentiel et sauver des vies. La maman de Sarah disait que cette loi aurait pu sauver la vie de sa fille. Les parents de Sarah ont reçu une indemnité de 11 000 livres, ce qui n'avait aucune importance pour eux. Dans cette vidéo, il semblerait que la famille ait essayé de résoudre le problème malgré toute leur douleur, qu'ils étaient une famille unie, mais le père de Sarah n'a jamais pu faire face à la perte de sa fille et s'est suicidé dans sa propre maison à l'âge de 45 ans. Le 4 août 2002, Whiting a été attaqué avec un couteau alors qu'il allait à l'eau bouillante en prison. En 2011, Whiting a été à nouveau attaqué. Cette fois-ci, il a été piqué avec un couteau dans l'œil. Ces attaques ont été répétées plusieurs fois, ce qui montre que les prisonniers avec lesquels Whiting était en prison ne l'aimaient pas trop et le désapprouvaient. Finalement, la justice a triomphé.
Le coupable est puni, l'affaire est démêlée, et les parents ont au moins pu obtenir le corps de leur fille pour l'enterrer, ce qui n'est pas toujours possible au crime pareil. Que vous reste-t-il dans votre cœur après cette histoire? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que Roy a reçu la peine de prison juste, ou aurait-il dû rendre sa punition plus cruelle? Parlons-en dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se verra à la prochaine vidéo.